Bonjour à tous, bienvenue dans le portrait de la semaine. C'est un vrai bonheur de vous retrouver comme à chaque fois. Vous connaissez le concept, face à moi, un invité vient nous parler de son parcours et de sa vie. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir une talentueuse animatrice de radio et de télévision. Bonjour Valérie Durier. Bonjour. Bien installée, c'est la petite tradition, je demande toujours aux invités super. s'ils sont Magnifique bien fauteuil. installés dans ce fauteuil blanc, hein, prêt à vous confier. Oui, faut voir. Alors on va tourner ensemble la première page de ce livre consacré à votre histoire. Vous êtes né dans le Val-de-Marne, en Île-de-France, et c'est vrai qu'alors que beaucoup de petites filles jouent à la poupée Barbie avec son célèbre Ken, alors vous aviez une autre passion. Ouais, Les petites voitures, et notamment vous aviez une passion pour les pilotes automobiles. Alors c'est vrai que même quand on vous offrait une poupée, vous la découpiez carrément en morceaux, c'est bien ça Valérie Durier? C'est vrai que quand j'avais une grande sœur qui a toujours d'ailleurs 9 ans de plus que moi, et quand les parents voulaient se débarrasser d'une vieille poupée qu'elle avait depuis des années, ils savaient à qui la donner. Et en 5 minutes, c'était réglé. Mais c'est vrai que je préférais nettement les jeux de garçons en fait. Ouais. Et vous les découpiez en petits morceaux? Oui, c'est vrai que je les dépiotais, donc bon, c'était comme peuvent faire les enfants avec des jouets, voilà, quand ils en prennent pas soin. Mais c'est vrai que je préférais, moi, les petites voitures, mais pas que. J'avais vraiment... j'étais un petit peu le garçon manqué de la famille. Ah. Mais je crois que ça s'explique très bien, on va se confier tout de suite. C'est que je pense qu'à l'époque, mon père avait déjà une fille et aurait peut-être envisagé d'avoir un garçon. D'ailleurs, le prénom était déjà choisi. Et donc, je pense que inconsciemment, par fidélité ou par envie de lui plaire, ben, je me suis tournée vers plutôt les jeux de garçons. Donc c'est de là que... Oh oui, je pense. Inconsciemment, je pense. Et comment ça se traduisait cette passion? Vous alliez parfois peut-être voir certaines courses j'ai fait de la danse, ça a duré 1 mois. J'ai pété un plomb entre guillemets, il a fallu me retirer parce que c'était pas du tout mon truc. Donc j'allais plutôt vers les sports de garçons, ou en tout cas les sports un peu plus physiques. Je préférais les jeux de garçons. Alors je suis allée voir des courses, non, parce que j'ai encore le souvenir, mais gravé dans ma mémoire, où je tannais un peu mon père effectivement pour aller voir des courses automobiles. Il me semblait bien. Et puis un jour il a dit à ma mère, oh, je vais l'emmener à Manicourt voir une course, et ma mère a dit, il n'en est pas question. Donc voilà, ça a été fin de l'histoire, comme c'était quand même une femme assez autoritaire. Ça rentrait pas dans les cases, donc j'y suis jamais allée. Alors c'est vrai que côté études, vous êtes titulaire d'une maîtrise de sciences politiques à Paris 2. Oui. Vous vous orientez aussi vers le journalisme en intégrant l'Institut français de presse. Mais alors plus étonnant, vous passez ensuite un DESS de défense nationale. Oui, je crois que c'est un peu la même démarche. Alors déjà, j'adorais les études. J'étais pas très pressée de passer au monde du travail. Hein. D'ailleurs, je pense que j'avais raison. C'est quand même un truc d'être étudiant, c'est quand même le moment béni de la vie. On est un peu dans un cocon. Ouais, on est quand même dans un cocon très préservé. J'avais la chance que mes parents me pressaient pas trop non plus pour la suite, hein, parce que c'est pas le cas partout. Et en fait, je cherchais à faire une année supplémentaire, un 3e cycle, et j'ai été attirée par cette filière-là, où effectivement, on apprend les armements, les stratégies militaires. Je pense que j'ai grandi avec en pensant vraiment à aller dans cette voie? Non, je pense que c'était un complément. Alors, pour la petite histoire, j'avais déjà un pied à Europe 1, et c'était l'année de la guerre du Golfe. Et donc, on étudiait beaucoup ça. Enfin bon, c'était assez complémentaire par rapport à mon futur métier finalement. Donc voilà, je pense que ça s'est trouvé comme ça. Une manière de rassurer les parents peut-être? À l'époque, il y avait un jeune journaliste d'Europe 1 qui avait fait ce même diplôme et cette même filière 1 an avant moi et qui me l'avait conseillé, c'était François Barouin. Ah voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée j'ai eu cette idée, sinon peut-être je n'aurais pas eu. Alors c'est vrai justement, c'est sur Europe 1 que vous démarrez votre carrière de journalisme. Alors c'est vrai que vous avez occupé de nombreux postes, hein, touchant une belle partie du domaine d'activité de ce métier. D'ailleurs, vous avez confié dans une interview à coulissemedia.com, c'est votre média de cœur, Europe 1. C'est d'ailleurs la radio qu'écoutaient vos parents dans la cuisine. Absolument. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez appris que vous étiez embauché sur cette station? Quand j'étais enfant, effectivement, j'ai grandi avec cet Europe 1, avec le vieux poste dans la cuisine. Donc c'est vrai, pour moi, c'était vraiment le truc mythique. Et quand j'ai commencé à vouloir m'orienter vers cette voie-là, j'ai fait un mémoire sur l'assiette anglaise, qui était une émission sur France 2 avec Bernard Rapp. Il y avait Philippe Aubert qui était chroniqueur dans cette émission et qui travaillait sur Europe 1 et qui en fait me dit, à l'été, ils prennent des étudiants pour le téléphone rouge de la rédaction.
Donc le téléphone rouge, on appelait quand on était témoin d'un événement quelque part. Et c'est pas le même que l'Élysée. C'était pas le même que celui qu'il y avait entre le président américain et le président russe avant la guerre froide. Mais... Voilà. Et donc on appelait pour dire, on a eu pas mal de trucs sur Europe 1. On a eu la mort de certaines stars, on a eu plein de choses. En étant les premiers à être informés par le biais des auditeurs. Et donc, il y avait un étudiant derrière ce téléphone qui recevait l'information, qui la vérifiait et qui se dépêchait d'aller la donner au rédacteur en chef. Et vous avez un souvenir d'une information qui est arrivée Non, alors même pas, mais j'ai vraiment souvenir de cet endroit, ça s'appelait le Bocal à l'époque, cet endroit un peu vitré qui était le nerf de la rédaction. Et où je suis arrivée la première fois, là, à 4h du matin, j'ai vu tous les présentateurs de la matinale. Il y avait André Dumas, il y avait Jean-François Rebilloux, Olivier Drinxon, enfin, quand même des figures mythiques. Et voilà, j'arrive et je vois tout ce petit monde qui s'affaire. C'était quand même génial. Vous aviez les yeux qui brillaient à ce moment-là. Oui, j'avais vraiment les yeux, mais c'est drôle parce qu'Europe 1, c'est quand même resté... je crois que j'ai eu les yeux qui ont brillé pendant 18 ans. Voilà. Ce que j'ai moins eu après. Pour être honnête. Oui, c'était très symbolique aussi pour vous. Oui, symboliquement, et puis c'est un grand média quand même. Et c'est vrai que vous faites aussi vos débuts sur le petit écran en 1997. Ouais. C'est sur Teva, alors c'est une chaîne à vocation féminine et familiale. Alors vous arrivez d'ailleurs à peine un an après la création de la chaîne avec un nouveau magazine qui s'appelait Teva Santé. Ouais. Alors il faut dire qu'à cette époque, il n'y avait pas encore énormément d'émissions sur la santé. On connaît aujourd'hui encore et depuis de nombreuses années le magazine de la santé sur France 5. Est-ce que finalement le thème du médical c'était un domaine de prédilection au départ? Alors j'avais eu quelques dossiers médicaux sur Europe, voilà, sur Europe 1, donc j'avais un peu géré les dossiers santé, sinon non, c'était pas, mais souvent ça faisait partie, la santé faisait partie du service société, où j'avais été en radio. Donc ça s'est un peu trouvé au hasard, j'ai passé le casting et voilà, je correspondais à ce qu'ils attendaient. Pour la petite histoire... je crois connaître cette anecdote, il me semble. Ça, c'était vraiment... parce qu'en télé, c'est vrai qu'en plus, à l'époque, ça passait quand même moins bien d'être enceinte et de faire de la télé. Et donc, un mois après avoir réussi le casting et m'être fait embaucher sur Teva, je me rends compte que je suis enceinte. Ils avaient d'ailleurs pris une autre animatrice pour l'éducation au même moment, qui un mois après se rend compte qu'elle était enceinte. Et donc il a fallu qu'on aille dans le bureau de la directrice de l'époque et là, de Teva. Non, qui nous a dit, bon écoutez les filles, vous avez l'âge, vous faites des enfants, mais alors vous les faites discrètement, hein, parce que là, voilà. Et il me semble d'ailleurs, dans cette histoire, quand vous avez annoncé à la rédactrice en chef, c'est ça, que vous étiez enceinte, elle a tiré donc une tête, donc sur le coup vous n'aviez pas compris. Elle dit non mais c'est pas contre vous, c'est juste qu'elle sort à peine de mon bureau, voilà, la première sortait à peine du bureau. Donc le même jour, vous me dites la même chose toutes les deux et il va falloir que j'aille le dire devant les étages au grand patron de la chaîne. Et en 2008, vous arrivez sur France 3. Vous avez animé une émission, d'ailleurs que j'adore personnellement, qui s'appelait une émission quotidienne à la carte. Et dans ce magazine interactif, vous discutiez alors de toutes les préoccupations des gens. Alors le principe, c'était un peu pour les gens d'éviter les pièges, saisir les opportunités. Avec vous, vous étiez accompagné d'experts, vous étiez aussi très proche des téléspectateurs qui pouvaient poser en direct leurs questions. C'est d'ailleurs la vidéo souvenir d'un lancement que je vais vous montrer tout de suite. Bonjour à tous, c'est la dernière ligne droite, votre dernière chance de chasser les kilos superflus avant l'été, crèmes amincissantes, pilules, alimentation, sport, tout ce qui marche ou tout ce qui ne marche pas, on vous dit tout cet après-midi, c'est parti. Un beau souvenir, Valérie Durier? Un très très joli souvenir. C'était une production que j'adorais parce que c'était Jérôme Bellet, c'est dans l'air. Et donc voilà, c'était vraiment un cadeau cette émission. Malheureusement, les émissions ont un début, une fin. Une quotidienne, vie quotidienne, puisque c'était vraiment le créneau, voilà, comme vous disiez, du conseil auprès des téléspectateurs et téléspectatrices. À la sortie de l'école, on était à 16h30. Elle n'a pas trouvé son public. Enfin, elle l'a trouvé, mais pas dans les quantité suffisante. Peut-être diffuser, enfin être en direct au mauvais moment. Oui, c'est ça. Et puis on a fait une très très jolie saison avec une super progression. Mais bon, voilà, les chaînes sont exigeantes. Et puis les programmes tournent, c'est aussi la règle. C'est vrai qu'on a en radio, on s'installe un peu plus parce que les audiences sont tous les 3 mois, alors qu'en télévision elles sont quotidiennes. Valérie Durier, est-ce que
Cette proximité avec le téléspectateur et les téléspectatrices également, ça reste pour vous un de vos meilleurs souvenirs? Ça reste une évidence. C'est-à-dire que c'est que comme ça. Alors après, je conçois qu'il puisse y avoir, bon, on ne peut pas avoir cette même proximité quand on est sur un grand programme d'infos, etc. Mais sur moi, les créneaux où j'étais, du quotidien, donc, ça reste la condition sine qua non. Pour moi, la radio, la télé doivent être un moyen, pas une fin en soi pour faire une information descendante, mais un moyen d'accéder à ceux qui sont en face. Donc, et c'est vrai qu'on fait un peu ce métier pour ça aussi. On fait ce métier avant beaucoup tout, pour ça. Pour les gens, et puis là on pouvait pas être plus proche des gens. Normalement. Voilà. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais peut-être de moins en moins malheureusement. C'est ça. Alors maintenant Valérie Durier, je vais vous montrer une photo. Souvenir. Une photo souvenir, mais type maillot de bain ou... Pas du tout. De quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Ouh. Vous l'avez reconnu? Oui, Joël Robuchon, bien sûr. Robuchon. Ouais. Et oui, puisque vous êtes polyvalente. C'est vrai que vous avez également touché au monde culinaire à travers cette émission qui s'appelait Planète Gourmande sur France 3, que vous avez co-animée avec ce célèbre chef de cuisine. C'est vrai que chaque semaine, il proposait une recette, recevait un chef qui lui en proposait deux d'ailleurs. Pourtant, au départ, dans une autre émission, vous m'aviez confié que la cuisine, c'était pas forcément votre domaine, alors, même à la maison, Valérie Durier. Pas du tout mon domaine, franchement, ni à titre personnel, ni à titre professionnel. Et c'est un domaine qui, bizarrement, m'a rattrapé sur tous les plans de ma vie. Je vous explique, c'est-à-dire que plusieurs fois on m'a proposé des émissions de cuisine, j'en ai d'ailleurs fait un certain nombre. Dans À la carte, il y en avait de temps en temps, où on se focalisait sur de la cuisine et on invitait des grands chefs, on ne faisait pas de la cuisine sur le plateau, mais quand même. Et j'ai mon deuxième fils qui a pris cette option-là et qui est parti à Ferrandi, qui est aujourd'hui en 3e année à Ferrandi, qui ne parle que cuisine, qui ne parle que grand chef. Je passe mon temps dans un réseau de grands chefs. Donc finalement, j'ai été rattrapée par ce domaine et j'ai appris à l'aimer, l'apprécier. Quel souvenir vous gardez en particulier de cette émission? Alors, ce que je garde comme souvenir, c'est que Joël Robuchon est quand même le chef mythique. Il a été même à un moment donné meilleur chef du monde, enfin, etc., etc. Et que finalement, avec moi, je crois qu'il avait bien compris qu'il n'y avait rien à en tirer, culinairement parlant. Et il était. C'était ça qui était drôle dans le programme aussi. Ouais. Oui, ce qui est intéressant dans la cuisine, parce que ce que je reproche souvent aux émissions de cuisine, c'est que finalement, on regarde, on a les yeux un peu qui brillent, mais une fois qu'on se retrouve dans la cuisine, on est incapable de refaire ce qu'on nous a soi-disant conseillé de faire. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est vraiment de vulgariser, de rendre accessible. Moi, il y a des produits que je connais pas, il y a des produits, je sais pas où on les trouve, j'en ai un dans les mains, je sais pas quoi en faire. Je parle pas du courant, mais voilà, donc je crois que... Des fruits exotiques ou c'est ça qui rend accessible au plus grand nombre. Et sur France 5, vous avez animé une série documentaire, le Doc du dimanche. Chaque semaine, c'est vrai que vous avez scruté les évolutions de la société française, que ce soit lié à des événements, de l'actualité ou encore diverses problématiques de société. Est-ce qu'il y a un numéro comme ça que vous avez retenu? Alors, cette case-là, je ne veux pas trop la tirer à moi parce que je n'étais que présentatrice en fait des lancements. Et c'est vraiment à chaque fois que j'ai été interviewée dessus, même pour vendre la case du dimanche qui arrivait, je renvoyais un peu la balle entre guillemets. À la rédaction. Ouais, à la rédaction et surtout à l'équipe de reportage qui avait bossé comme des malades pendant des mois et qui allait partout sur le terrain. Enfin bon, vraiment un énorme travail. Et je trouvais presque injuste souvent que ce soit moi qui sois interviewée sur cette case. Donc, je trouve ça très beau ce que vous dites. Voilà, mais c'est une case que j'ai beaucoup aimée, que j'ai beaucoup défendue, justement parce que je pense que les reportages y étaient vraiment géniaux. Et c'était vraiment uniquement, et pas j'y étais pour rien, le travail des équipes de rédaction. Donc, sur la chaîne du savoir. Sur la chaîne du savoir et de la connaissance. Et d'ailleurs, toujours sur cette chaîne, vous devenez chroniqueuse en 2013 dans l'émission La Quotidienne avec Thomas Hill et Maya Loquet. Vous avez aussi co-animé le programme pendant le congé maternité de Maya Loquet. Alors pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas cette émission, c'est vrai qu'on parle de toutes les formes de consommation du quotidien, collaboratif, solidaire, économique. En plateau, une équipe, toute une équipe, une bande. Alors c'est vrai, on en parlait aussi en off, il y a tous ces fous rires qu'on avait dans cette émission, qu'on voit régulièrement dans les zappings. Est-ce qu'il y a un fou rire comme ça qui vous vient à l'esprit? Oh, il y en a plein. Il y a le chien, à un moment donné, qu'on voit régulièrement dans le zapping, qui d'un seul coup, on avait un chien sur le plateau et qui d'un seul coup, mais un chien, je ne sais même plus quelle race, mais un énorme chien quand même, qui me saute dessus et me met quasiment à terre. Enfin, des tas de choses après entre nous. C'est vrai que ça peut paraître parfois un peu excluant pour les téléspectateurs.
on n'échappe pas dans le côté bande, on se voyait quand même tous les jours du matin au soir. Donc c'est vrai que finalement, on se connaît tellement bien, c'était dans la joie et la bonne humeur et c'est tant mieux. Après, c'est peut-être aussi un peu ce que j'ai reproché à ce programme-là, c'est un peu trop d'entre-soi. Pour moi, et dans la manière dont je conçois, comme je vous disais tout à l'heure, la radio ou la télévision. Voilà. Et d'ailleurs, en regardant, c'est vrai, un peu votre parcours, vous avez fait de la télé, vous avez fait de la radio. J'ai pas vu trop de presse écrite, par contre. Il faut expliquer à nos téléspectateurs. Je ne dois pas savoir très bien écrire avec mes papates avant, je sais pas. Ça vous a jamais plu? C'est vrai que pour expliquer à nos téléspectateurs, dans le journalisme, il y a différentes corps de métier, qu'on soit plus en télé, on est parfois plus à l'aise en télévision, en radio ou à l'écriture. Et vous, c'est vrai qu'en regardant votre parcours, pas de presse écrite. Non, alors honnêtement, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas cherché non plus. Peut-être que c'est plus facile de faire le parcours inverse. Moi, je suis vraiment d'une culture et je suis née à Europe 1, j'ai grandi à Europe 1. Et donc, c'est peut-être une manière de s'exprimer, un côté très synthétique, très direct, qui convient moins bien du coup et qui est moins facilement décliné en presse écrite. J'en sais rien. Ouais. J'ai pas cherché. Vous aviez, alors à la fac, écrit des articles, il me semble, quelques articles aussi à Europe 1, mais pas... Oui, il m'est arrivé de temps en temps de piger dans un journal de presse écrite ou dans un hebdomadaire d'information sur un reportage que je couvrais pour Europe 1, mais pas plus que ça, quoi. Alors aujourd'hui, vous avez décidé d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Vous avez ouvert 2 cabinets de psychothérapie. Vous avez récemment d'ailleurs suivi des études de praticien en hypnose thérapeutique. D'ailleurs, pendant 4 ans sur Europe 1, vous aviez animé une émission quotidienne de 2 heures sur des questions de société et de psychologie. D'ailleurs, c'est une émission qui vous a marqué. Oui. En fait, le cheminement s'est fait dans ce sens-là. Dans ce sens-là. J'ai eu cette joie, mais vraiment, et à titre personnel, je crois que j'ai gagné 10 ans de ma vie psychologiquement, d'animer ces 2 heures quotidiennes de psycho sur Europe 1. 2 heures quotidiennes, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, hein, même les vacances, etc. Ça fait entre 1002, 1004 émissions. Enfin bon, voilà, c'est colossal. Et c'est vrai que ça a été une période de ma vie où je me suis vraiment épanouie professionnellement, personnellement. Et je me suis toujours dit, bon, il y a 1000 choses que je voudrais faire dans la vie. Je crois que je ne suis pas encore à la fin. Mais là, c'était vraiment un truc. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de m'accorder un peu de temps. Effectivement, je suis repartie. J'ai commencé par des conférences. Je suis allée vers les thérapies brèves, hypnose, PNL. Et puis, je suis allée en formation sans savoir ce que j'allais en faire. C'était vraiment de la curiosité personnelle. Et je me suis prise au jeu et j'ai eu envie de retransmettre ce que j'avais appris à un public. Alors, c'est un peu la même démarche pour moi que celle que je vois en radio ou en télé. On apprend des choses, on emmagasine des choses, mais elles servent à quoi? Elles servent à ce qu'on les retransmette à quelqu'un, quelque part, à un moment. Sinon, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée comme psychopraticienne. D'ailleurs, vous avez un site, valeriedurierhypnose.com, où on peut retrouver l'adresse de vos cabinets si les téléspectateurs souhaitent venir. Et puis surtout, comprendre un peu le mécanisme de l'hypnose ericksonienne, qui est quand même un outil génial. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme type de service dans l'hypnose? Parce que c'est différent de l'hypnose de spectacle, par contre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, la plupart des personnes qui arrivent ne connaissent de l'hypnose que celle de Mesmer, qui a tout à fait sa raison d'être, qui est ludique, et c'est déjà pas mal, mais qui, d'ailleurs, Mesmer le dit lui-même, qui n'a aucun effet thérapeutique. Donc, en hypnose, on peut presque tout traiter. Il y a un certain nombre de personnes qu'on va laisser de côté parce qu'ils ne sont pas éligibles à l'hypnose. C'est non pas qu'ils ne soient pas suggestibles, parce qu'ils ont des choses qu'on ne pourra pas régler avec l'hypnose, mais sinon on traite les addictions, le tabac, le poids, qui est une forme d'addiction, la perte de poids. On sait bien que les régimes, ça ne marche pas, et que si on ne règle pas autre chose, l'arrêt du tabac, le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil, les phobies, les TOC. On traite aussi beaucoup les enfants, parce qu'entre 13 et 18-20 ans, ce sont des super sujets pour l'hypnose. Ils adorent ça, c'est ludique, c'est rapide comme thérapie. Voilà, le principe, c'est vraiment, ça rentre en fait dans toutes ces thérapies brèves. Le principe, c'est de ne pas embarquer, entre guillemets, même s'il y a un certain nombre de personnes pour qui c'est très bien, une personne en thérapie pendant 5 ans de façon hebdomadaire, mais de régler des choses de façon profonde pourtant sur 2 à 8 séances. 2 à 8 séances, pour que ce soit vraiment... Et communément entre 2 et 5. 2 et 5. Et ça règle énormément de choses. Est-ce que,
quelqu'un qui vient vous voir, alors là c'est la curiosité personnelle, peut-être que les téléspectateurs aussi. Est-ce que vous sentez tout de suite si il va être tout de suite, vous voyez ce que je veux dire? Oui, sujet à l'hypnose. Si ça va marcher ou pas. Ouais. Alors tout le monde est sujet à cette forme d'hypnose, contrairement à celle de spectacle qui est plus profonde, plus rapide et qui ne concerne pas toutes les personnes. On n'arrive pas à embarquer tout le monde. En hypnose thérapeutique, on travaille vraiment en surface de l'hypnose, de l'état hypnotique, on va dire. Donc tout le monde est suggestible. Après, le résultat, il va dépendre de beaucoup d'autres choses. Le degré de motivation, les raisons qui ont amené la personne là, etc. Et ça, nous, on arrive à le reconnaître assez facilement. Et je me trompe assez rarement, en fait. Et aujourd'hui, niveau télévision, radio, vous avez des envies? Oui, j'ai des envies, parce que finalement, on ne coupe pas le cordon aussi facilement que j'aurais pu l'imaginer. Donc bien sûr que j'aimerais revenir un jour, faire quelque chose sur une antenne. Mais si vous voulez, je prends le problème un peu différemment d'avant. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, c'était vraiment une fin en soi et je regardais ce qu'on me proposait et ce qui était possible. Aujourd'hui, je pars de ce qui m'intéresse dans la vie. Et je me dis peut-être qu'à un moment donné, ça ne sera pas que en consultation, que par un bouquin, que par ceci, cela. Peut-être qu'à un moment donné, je pourrais décliner un truc qui m'intéresse, pas forcément très proche de l'hypnose, mais il y a des déclinaisons possibles sur les sujets société, psycho, etc. Voilà, en radio ou en télé. Mais vous voyez, le cheminement, il est inverse. Ouais. Parce que vous pouvez aussi vous le permettre, après une belle carrière, d'avoir le choix. Se le permettre, un changement de vie, c'est compliqué. C'est vrai. Hein, il faut être clair. On ne s'enrichit pas dans un changement de vie non plus. Hein. On est rattrapé aussi par une famille, par des contraintes matérielles, etc. La solution de facilité aurait été de rester là où j'étais. Mais à un moment donné, la vie, elle passe vite. Le lieu commun de dire ça, mais sauf qu'on n'en prend pas toujours conscience et pas toujours rapidement. Et que j'ai l'impression de courir un peu après le temps pour faire encore la somme de choses que j'ai envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et Dieu sait s'il y en a. Bon voilà, si quelqu'un cherche Valérie Durier pour une émission, c'est formidable. Hein, on peut passer on m'attend partout, des appels dans cette émission. Oui, j'ai plein d'envies et plein d'idées qui sont déclinables. Ouais. Alors maintenant, Valérie Durier, je vais vous poser quelques petites questions pour vous connaître différemment. Vous êtes d'accord? On va voir. Tiens, êtes-vous plutôt sable fin ou grand galet? Sable fin. Pourquoi? J'adore ça. C'est quand même un des grands plaisirs de la vie. D'aller se mettre sur un bon sable fin, blond, etc. Alors peut-être parce que nous, ici, on en est très très loin. C'est vrai, donc on rêve beaucoup. On rêve beaucoup, alors voilà. Même si on le voit en ce moment, hein, c'est pas toujours des lieux de rêve. Parce que nous, on enregistre l'émission depuis Paris, mais ceux qui nous regardent par exemple depuis le sud de la France, peut-être qu'ils sont au bord de la mer. Aimez-vous la danse? Pas du tout. Enfin, la danse, ça dépend laquelle. La danse, vous voyez, quand vous me dites ça, ça me ramène à ces fameux 1 mois ou 2 mois où j'ai fait de la danse classique petite. Ah non, et je déteste ça. Pas forcément. Donc c'était une horreur, le tutu, les machins, les pointes. Non, la danse, oui, je suis pas... Dire dans une soirée, s'il y a un peu de musique. Oui. Je bois un petit verre avant. Un petit verre avant. Je suis pas désinhibée par nature pour la danse. Mais après, je suis pas non plus. Je suis pas coincée. Enfin, je crois pas. Faudrait que je bois. C'est une question un peu plus tordue maintenant, Valérie Durier. Celle-là était déjà pas mal. Si vous étiez une clé USB, quels seraient les fichiers qu'il y aurait dedans? Vos priorités dans Mes priorités, si je devais par exemple tout perdre et garder une clé USB avec mes priorités, ça serait clairement des photos de mes enfants, des vidéos souvenirs, etc. Bien que je me dis parfois, finalement on a tout dans la tête. Vous voyez, quand je voyage ou quand il y a un événement, j'en prends de moins en moins. Parce que d'abord ça crée un écran, je trouve, et que quand on est toujours derrière un appareil photo, derrière une caméra, on profite moins de l'instant présent. Et je me dis, après tout, ton cerveau est capable d'enregistrer et de tout garder. C'est quand même la plus belle chose. C'est la plus belle clé USB qu'on emporte avec nous, quand même. Et c'est la plus belle réponse, j'ai envie de dire. Je sais pas, mais on en a une énorme ici. En préparant cette émission, je me dis, que va répondre Valérie Durier? Non, mais c'est pas... Voilà, moi, du fait de l'hypnose, en plus, je me suis beaucoup rapprochée des neurosciences. Et quand je vois le cerveau, c'est quand même un outil colossal. C'est vrai. Et donc, on a tendance quand même à en utiliser un tout petit morceau, alors que c'est un truc... Qu'un cerveau peut être comparé... C'est un truc de folie. À une clé USB. Ouais, et bien plus. Tiens, êtes-vous plutôt ping-pong ou football? Tiens, je suis plutôt ping-pong quand même, de fait. C'est quand même plus pratique dans le jardin ou dans le garage de jouer au ping-pong avec les enfants. Si je leur propose un foot, je suis pas sûre qu'ils vont me prendre au sérieux. J'ai 3 garçons, hein, donc voilà.
Après, le football, j'en mange un peu le soir à la télé avec 3 garçons plus un mari. Je suis en minorité Qui sont totale. à fond football, Et comme suivent maintenant, tous les matchs. avec la multiplicité des chaînes, si on s'organise bien, il y en a tous les soirs. Donc, Quelle serait votre plus belle qualité, Valérie Durier? ma plus belle qualité, alors là, j'en sais rien. C'est pas Ouais. trop à moi de le dire parce qu'on est toujours le défaut ou la qualité de quelqu'un. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, que, c'est plus aux autres de... Ouais, la qualité que moi je vais donner, Donc on n'a plus vous... mon conjoint il va peut-être dire Ouais. t'as raison, c'est vachement une qualité. Donc je sais pas, faut voir. Je pense que peut-être c'est L'écoute, la le goût proximité, des autres. le goût des Voilà, autres. le goût des autres. Oui, j'aime foncièrement. C'est-à-dire que sinon la vie n'a pas beaucoup de sens. Et sinon, on n'aurait Hein. pas ce métier. Ouais, Et c'est vrai que tout s'explique. Je crois que quand même, je reste assez persuadée qu'on est tous imbriqués un peu sur un même. Enfin, vous voyez, Tout à fait. on va pas partir dans mes. Les Parce que sinon après on va dire que. Mais bon voilà, il y a quand même. Sinon, pour moi, il n'y a pas de sens. S'il n'y a pas D'accord. ça. Alors maintenant, Valérie Durier, je vais vous demander de regarder la caméra qui est juste en face de vous. Ouais. C'est une manière aussi de regarder nos téléspectateurs droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces téléspectateurs? Bon, bah, ce que je pourrais leur dire, c'est que je suis vraiment contente de partager ce moment-là avec vous, avec eux, et que quand même, il me manque furieusement, parce que c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, on coupe pas le cordon aussi facilement, et que peut-être un jour, hein, on ne sait pas. Après tout ce que Le la vie plus réserve. vite possible. en Je tout cas. reste assez persuadée que la vie réserve plein de surprises, qu'il faut juste savoir les. Regardez par exemple d'être là aujourd'hui. Quand j'ai mis un terme un peu à mes activités, que je suis partie vers l'hypnose, j'ai jamais imaginé que voilà. Et aujourd'hui, vrai. je suis là à parler de ce que j'aime. Voilà, dans votre émission. Finalement, c'est peut-être pas plus mal que d'être de l'autre côté, de présenter l'émission sur des trucs qui m'intéressent pas. Ah, Donc voilà, tout à fait. à voir. Hein. Tout à fait. Un grand merci d'avoir été C'est moi, vraiment. avec nous, C'était Valérie sympa de penser Durier. à moi. C'est avec grand plaisir, animatrice de radio de télévision. Et on vous souhaite donc, du coup, beaucoup de projets, beaucoup Plein de de trucs, succès aussi dans l'hypnose. Mais ça peut être aussi, je ne ferme pas la porte à ouvrir une maison d'hôte dans le sud, faire d'autres. Peut-être qu'un jour, vous allez devenir chef de cuisine. Voilà, je hein. voudrais vraiment avoir plein de vies. Voilà. Alors, je vais déjà commencer par plein de vies en une, Ouais. et puis après, on verra si j'en ai d'autres. Et profiter de la vie, c'est le plus important. Merci Valérie Durier. Merci. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité qui sera face à moi pour me parler de son parcours et de sa vie. Prenez soin de vous.